Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, que faire devant les parts d'ombre de notre monde? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne. Bonjour à chacune et chacun qui nous écoute. Alors Stéphane, moi j'aime beaucoup ce thème. C'est un thème que je porte depuis pas mal d'années, avec lequel je chemine, au sujet duquel j'ai vraiment toujours aucune certitude. Mais j'aimerais commencer par une anecdote pas toute facile, donc je préfère mettre là un traumavertissement. Ça nous vient du québécois, je crois. Un traumavertissement pour changer du trigger warning. Une fois à l'antenne inclusive de Saint-Guillaume, on avait décidé de faire une après-midi un peu consacrée à la libération de la parole des victimes par rapport aux agressions et aux abus dans les églises. Et on a eu un temps de groupe de parole. Alors moi, j'en rêvais depuis longtemps, j'ai invité des personnes, je crois qu'il s'est passé des très jolies choses. La parole, elle a circulé de façon très honnête, très authentique, avec des témoignages qu'on avait évidemment un peu prévus à l'avance. Et à un moment donné, une des personnes présentes a fait un vrai blocage. On sentait que c'était un peu trop, et surtout, même si elle était co-organisatrice, cette personne de l'événement, ça lui demandait un peu trop intérieurement. Il y a eu des mots un peu blocage, un peu du style « Oh, n'exagérons pas », ou bien « Tout n'est pas si sombre », ou bien « Il y a aussi des gens bien dans l'église ». Et puis après, je l'ai un peu prise à part et je l'ai un peu interrogée sur son ressenti, comment elle allait. Et elle m'a tout de suite recadrée. Elle m'a dit « Écoute, je trouve que ça va trop loin, il faut pas dramatiser ». Alors je lui dis « Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus ?» Et puis c'est là qu'elle me glisse avec une toute autre voix, tu vois, un peu à demi-mot et un peu avec beaucoup d'émotion. Mes cousines et moi, nous savons ce que nous faisait mon grand-père. Personne n'en est mort. Et dans ces moments-là, je me dis, est-ce que c'est ça un petit peu cette part d'ombre qui n'est pas toujours une part de nous qui est coupable ou bien qui a fait du mal, mais une part de nous qui nous suit un peu comme une ombre. Et cette part d'ombre, on la retrouve à tous les niveaux, dans la société, dans le sport, en politique, en église. Et moi, en tant que chrétienne, que faire ? Que faire devant ma propre part d'ombre et la part d'ombre des autres ? Je trouve que c'est une très belle façon de mettre la table pour un sujet vraiment délicat. Je crois que on a de la difficulté à accepter cette part d'ombre dans notre société, dans nos familles, à l'intérieur de nous-mêmes. Combien de fois, moi, j'ai entendu parler de l'expression « un secret de famille ». Et généralement, un secret de famille, c'est pas grand-papa a gagné la loto. Et il est devenu riche, il a caché l'argent. C'est des choses sombres, c'est des choses difficiles. Je comprends qu'on n'ait peut-être pas le goût d'étaler ça sur la place publique, mais en même temps, refuser d'en parler ou en parler à demi-mot crée des tabous, crée de l'incompréhension, parfois perpétue un système. Ça me fait penser, quand je parle de secret de famille, à une tante de mon père. Là, on remonte à une certaine époque, qui avait eu le malheur d'avoir une relation sexuelle avant le mariage dans un milieu rural du Québec. Elle est devenue enceinte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a envoyé dans un ordre religieux. L'enfant a été donné en adoption. Il est demeuré dans cet ordre religieux pour le reste de ses jours. Et j'ai à peine entendu parler de cette tante. Mon père en parlait à peine, mes oncles, mes tantes parlaient à peine d'elle, même au point où
pendant mes études, j'habitais dans la même ville du couvent de cette tante et je ne le savais même pas. Mais c'est un secret de famille, on n'en parle pas. Et combien de familles, combien d'organisations ont l'équivalent de cette espèce de secret qu'on essaie de taire, quelque chose un peu plus sombre qu'on veut pas regarder et qu'on laisse dans l'ombre. Le sujet d'aujourd'hui m'a été un peu glissé par une collègue, Héloïse Decker, qui, je fais un petit peu sa pub, et aussi sur Instagram comme Pasteur Héloïse. Elle fait des super publications de vulgarisation un petit peu de la foi. Et on a des échanges très très féconds, elle et moi, sur finalement comment témoigner, à quel endroit, quelle est notre posture. Et cette notion de part d'ombre, c'est un peu elle qui me l'a glissée suite à nos échanges justement sur la situation difficile actuelle, entre beaucoup déballés, ce qui est nécessaire, MeToo et puis tous les autres mouvements, et tous les lieux où en fait la parole est étouffée. C'est un mouvement pendulaire incroyable, et nous en tant que ministres, dans les fonctions dans lesquelles on est, c'est vrai qu'on se trouve parfois entre les deux, quoi, entre le monde qui nous crie « mais enfin, écoutez-nous » et nous qui sommes là en disant « mais on vous entend, mais on est dans des endroits où on vit un petit peu en vase clos, où en fait on n'arrête pas d'essayer de trouver des moyens de vivre ensemble, et donc tout ce qui est un peu de l'ordre du scandale a du mal à avoir une juste place. Et pourtant, Jésus était très scandaleux, finalement. Et c'est Héloïse qui m'a parlé de cette notion un peu de Carl Gustav Jung, qui est un psychiatre suisse, et qui définit l'ombre de la manière suivante. Alors, c'est du langage assez ancien, et puis moi, je suis pas du tout pour suivre tous les courants de la psychanalyse, de la thérapie ou de la psychiatrie. Je pense qu'il faut trier. Mais voilà ce qu'il nous dit. L'ombre est quelque chose d'inférieur, de primitif, d'inadapté et de malencontreux, mais non d'absolument mauvais. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression, ni ascension. Qu'est-ce que ça t'inspire, Stéphane? On m'a déjà expliqué qu'une émotion n'est pas nécessairement bonne ou mauvaise en soi. Et cette idée que l'ombre est primitif, n'est pas évolué, qu'une personne évoluée devrait chasser ça, un cerveau bien développé ne sombre pas dans l'ombre, je crois que c'est un peu réducteur. L'un va avec l'autre, c'est de savoir jusqu'où qu'on va, comment on utilise l'émotion, comment on utilise tout ça. Je crois que il y a quelque chose là-dedans qu'on oublie. Moi, ce que je comprends un petit peu de tout ça, c'est que cette ombre, cette part d'ombre est constituée de tout ce qu'on croit ennemi en nous. Un petit peu comme les gens disent les défauts, les culpabilités. Moi, ça me fait toujours assez étrange quand quelqu'un, surtout quand c'est quelqu'un d'assez adulte, s'excuse d'être qui il ou elle est, et puis va dire moi, je vous préviens tout de suite, je m'énerve vite, ou bien alors c'est bien, je trouve, de prévenir les autres, mais il y a s'excuser, il y a prévenir. Voilà, finalement, prévenir, c'est chouette. S'excuser d'avance. Moi, je m'excuse d'avance, mais c'est presque un peu dommage parce que voilà, on est qui on est, c'est vrai. Mais c'est beau, cette méta-analyse. Et finalement, donc, on a pas mal d'éléments qu'on croit ennemis en nous. En plus, la société nous explique qu'il faut être jeune, mince, intelligent, gagner beaucoup d'argent, voyager énormément. On peut vite avoir l'impression qu'on est pas la bonne personne et pas au bon endroit. Et puis, c'est vrai que néanmoins, des fois, il y a des réalités dans tout ça. C'est vrai que des fois, on interrompt les autres et on devrait pas. Des fois, on fait mauvais usage de notre argent et on en est parfaitement conscient parce que après, on met les autres dans la mouise. Enfin, c'est vrai qu'on
on peut avoir des comportements qui sont problématiques parce qu'ils ont en fait des conséquences dans la vie des autres. Mais c'est pas ça tellement la part d'ombre. La part d'ombre ne traite pas de cette question-là. La part d'ombre, c'est plutôt le fait de vivre clivé ou dans le déni. C'est-à-dire de dire d'un côté, je suis quelqu'un d'incroyablement généreux, alors qu'en fait, on est très dispendieuse, par exemple. Ou bien de dire, j'ai une liberté intérieure très grande, et puis en fait, on a un rapport complètement faussé à la sexualité ou à la pornographie. Ou encore de dire, je suis très religieux, et en fait, on a vraiment besoin de la reconnaissance de nos pères quand on se rend à l'église. Voilà. C'est plutôt ça, en fait, vivre clivé. Et bien sûr, ça me renvoie à moi-même d'abord, en fait. Cette part d'ombre, elle est là, elle est en moi. Je vis clivée. Je dirais pas autant que les autres, mais avec souvent autant de difficultés à m'en sortir, quoi, en quelque sorte. Je crois qu'on sous-estime la complexité de l'être humain. On a tendance à classer rapidement dans une zone ou une autre. Ça me fait penser, durant mes études en théologie, j'ai passé quelques mois en prison comme aumônier en formation. On partira pas de rumeurs, là, j'ai pas été prisonnier, j'ai été aumônier en formation. Oh, que ta vie est ennuyeuse. Et j'arrivais là, plein d'idéaux, et j'allais sur une base régulière offrir des services spirituels dans l'aile des meurtriers, des prédateurs sexuels. C'est sûr que ça m'a confronté parce que moi j'arrivais là, nous sommes tous créés à l'image de Dieu, l'amour de Dieu est infini, blablabla. Bla, bla. Et là j'avais des gens qui avaient commis des choses vraiment horribles. Et heureusement, j'avais un bon superviseur qui était aumônier de carrière en prison, qui m'a souvent aidé à réfléchir sur la différence entre l'acte et la personne, comment une personne est complexe, comment une série de mauvaises décisions et de mauvais contextes peut créer un amalgame qui emmène à des mauvais choix, à des mauvaises actions. Ça m'a fait beaucoup réfléchir toutes ces choses-là parce que on a tendance justement à catégoriser qui est gentil, qui est mauvais. Et une fois qu'on est mauvais pour toujours. Et comment ces choses-là peuvent fluctuer au cours d'une vie et comment on ne peut jamais dire, hors de tout doute, moi, les zones d'ombre, je contrôle tout ça, jamais j'irai dans ces choses-là. Je dis pas qu'on est un prédateur sexuel à l'intérieur de nous, mais c'est complexe, ces choses-là. C'est tellement complexe que je trouve que ce procès à Mazan, ce procès pour une justice restaurative pour Gisèle Pelicot, parce que vraiment c'est dans cette optique-là que Madame Pelicot oriente les choses. Bien, ce procès, je trouve, devrait nous donner enfin un exemple marquant, frappant et clair de ces zones d'ombre, de ce clivage, parce que les psychologues, alors une fois de plus, restons prudents et prudentes sur toutes ces catégorisations, mais les psychologues décrivent donc ce violeur, son mari, comme profondément clivé. Et elle-même, elle avait dit dans ses premières dépositions à la police, c'est un bon mari. Je suis heureuse d'être sa femme. Ce qui nous montre bien que finalement, d'une part, on ne connaît jamais complètement les gens. Alors ça, c'est désespérant d'un côté, mais je crois que si on l'accepte aussi, on sera moins désespéré lorsqu'on découvrira les parts d'ombre des autres, et puis les nôtres aussi. Et puis, d'autre part, ça nous montre bien que tout un chacun, il n'y a pas de monsieur et madame tout le monde, tout comme il n'y a pas de monsieur et madame monstre. Alors, il y a quelques personnes qui ont des profils sociopathes, psychopathes très particuliers, qui, eux, sont tout à fait insensibles à la douleur d'autrui, et elles et eux, pour des raisons qu'elles soient, disons, constitutives de leur personnalité, de leur histoire, de leur psyché, font que elles peuvent infliger des douleurs atroces à autrui, mais ça vraiment, c'est une infime partie de la population. La plupart de l'humanité, en fait, ce sont des gens qui traversent leur vie avec plus ou moins de réussite, plus ou moins d'échecs, et puis parfois aussi des parts d'ombre qui prennent énormément de place. Et j'ai écouté un podcast, tu vois, Stéphane, que j'ai trouvé hyper intéressant, et je l'ai un peu relié au scandale dans les églises ces dernières années. Je dis bien les églises, pas que l'église catholique romaine, qui disait il faut arrêter de dire
c'était un bon mari malgré tout. En fait, il faisait tout pour faire croire qu'il était un bon mari. En fait, son travail était continu de masquer cette partie d'ombre de sa personnalité, qui en fait a pris tellement de place, puisque il a commis de plus en plus de crimes et de choses atroces, cet ex-mari de Gisèle Pelicot. Et donc, il faut renverser aussi notre candeur sur le monde, le regard qu'on a sur le monde, de dire certains et certaines d'entre nous, à force de laisser cette part d'ombre grandir en eux, en fait, ont très très peu de lumière en eux. Donc, c'est pas de cette lumière qu'il faut mettre en avant à ce moment-là, mais plutôt tout ce qu'ils ont essayé de masquer. Et c'est aussi pour leur rétablissement. C'est aussi leur rendre service que de leur dire, vous avez laissé toute cette ombre grandir en vous, vous êtes de plus en plus clivés, il n'y a plus grand-chose de bon dans votre personne et dans votre comportement. Maintenant, ensemble, si vous le voulez, si vous voulez avancer spirituellement dans une thérapie, nous, on veut le rétablissement, le relèvement de l'humanité, notamment parce que comme ça, ces personnes arrêtent de faire des crimes, ce qui est quand même l'objectif premier, je crois, de toutes nos démarches. Et donc, j'ai pensé à l'Église. Je me suis dit, à certains moments, dans l'Église, on a tellement la possibilité de masquer plein de choses. On fait des belles cérémonies, on organise des grands événements, on lance des campagnes avec des titres qui sont très généreux, qui sont pleins d'ouverture. Et pourtant, on a ces parts d'ombre dans nos églises, parce que les églises sont constituées par des humains et des humaines. Et donc, c'est toujours un peu délicat de se mettre devant soi-même et de dire au monde, en fait, on est vraiment comme on est, c'est-à-dire, pour l'instant, on a pas mal de problèmes à régler. Et c'est pas vendeur aussi, il faut dire. Et lorsqu'on regarde toutes ces histoires vraiment terrifiantes et douloureuses, comme l'affaire Pelicot en France, il y a la question de nous aussi, comment on réagit par rapport à ça. Je vais te donner un exemple que sûrement vous connaissez pas de votre côté de l'Atlantique. C'est le cas de Sean Watson, un joueur de football américain professionnel. Très bon joueur, quart arrière. Et ce qui est sorti, c'est que il y a quelques années, une personne a allé dans les médias pour contact sexuel non consentant. Les gens ont fouillé un peu et on en a plus de 22 cas maintenant. Oh. Il y a eu des cas portés en cours et tout a été arrangé hors cours. Donc, pour expliquer pour les Français, hors cours, ça veut dire hors procès, pas de procès. Pas de procès, voilà, une entente à l'amiable. Donc, cette personne-là n'a pas fait une seconde de prison. Et après cette histoire-là, ce joueur a signé un contrat avec une nouvelle équipe de 5 ans pour 230 millions de dollars US et continue à être une grande vedette. Qu'est-ce que ça dit sur nous, spectateurs? On regarde ça. On sait que cette personne est un prédateur sexuel. Il a réussi parce qu'il a beaucoup de fric à s'en sortir et les gens vont le voir et l'acclament. Ça me fait penser à la morale des animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Si on est puissant, si on a de l'argent, on peut s'en sortir et nous, on cautionne ça. Qu'est-ce que ça dit sur notre part d'ombre en nous? Et moi, il y a un truc qui m'agace régulièrement, c'est de me dire que personne n'a pu filmer la scène de David et Bethsabée. Alors, celles et ceux qui me suivent comme théologienne depuis quelques années, et je sais qu'on en a dans nos auditories, et je les remercie de leur soutien et de leur présence, savent que c'est un passage dans la Bible qui m'a déjà ôté le sommeil. Parce que, bien sûr, c'est un passage écrit en hébreu, bien sûr, il y a plein de façons d'interpréter les verbes hébreux, puis on n'y était pas, quoi. Mais moi, il me semble, comme ça en tant que femme, que si, alors que mon mari est loin et que je suis seule, des soldats viennent me chercher pour retrouver un homme puissant alors qu'il m'a vue nue dans mon bain, je sais en fait que la messe est dite. Alors que pour d'autres lecteurs, notamment des hommes, et notamment des hommes qui n'ont jamais été inquiétés par des situations où ils se sont sentis en vulnérabilité sexuelle, ils disent, mais non, écoute, elle aurait pu refermer la porte, elle aurait pu juste faire une visite de courtoisie. Voyons.
Elle n'y était pas obligée, etc. Et là, je me dis, mais tu vois, s'il y avait des caméras ces temps-là, et finalement, ces caméras, on les a maintenant. On les a maintenant, il y en a presque trop d'images. Mais c'est ce qui fait un peu la force de ce procès Amazon. C'est que la première victime, Madame Pellico, elle se regarde elle-même et elle montre au monde combien, si rapidement, dans le monde dans lequel on est, les femmes peuvent être traitées comme des objets. Et aujourd'hui, en plus, on est jour d'enregistrement, c'est jeudi en noir. J'aime le fait qu'elle dévoile. Et ce thème du dévoilement, c'est un thème très très biblique, de dévoiler les choses, de les révéler, c'est l'Apocalypse. C'est aussi ce voile du temple qui se déchire lors de la mort de Jésus. Il y a une notion de dévoilement, mais ce dévoilement, je trouve, fait mal, parce que finalement, parfois, c'est un peu confortable de vivre avec ces parts d'ombre sans qu'elles soient dévoilées systématiquement, les unes après les autres, jour après jour, avec ta vedette, là, et ces gros sous, avec ces systèmes de sites internet abjects qui continuent à être hébergés de ci et de là, et les gens les fréquentent. Des fois, on aimerait se lever et puis se dire non, mais alors moi j'ai envie d'œuvrer pour un monde qui soit juste et bon. J'ai pas envie de me dire que mes voisins de l'immeuble d'en face sont potentiellement des prédateurs ou des prédatrices, quoi. Alors oui, il y a un côté nécessaire et puis de l'autre, il y a quelque chose aussi qui est tellement profondément injuste là-dedans. Et je sais même pas si en lisant la Bible, on est toujours complètement apaisé. C'est vrai que la Bible, souvent présentée comme la grande histoire du peuple de Dieu, tout est merveilleux, tout est beau, est remplie d'histoires vraiment sombres. Bon, David et Bethsabée, je suis comme toi. Si le roi, l'homme le plus puissant du coin qui a une armée, vient chercher une femme, c'est pas pour jouer au bridge. Mais il y a plein d'autres histoires. Lot, qui couche avec ses 2 filles et ses 2 filles deviennent enceintes. Abraham qui veut sacrifier son fils pensant plaire à Dieu. Il y a plein d'histoires qui sont sombres. Et parfois, on peut se demander, mais pourquoi ces histoires sont là? Peut-être parce que c'est justement le reflet d'une part de la réalité du peuple de Dieu. Être croyant, être chrétien, appartenir au peuple de Dieu, peu importe comment on veut le nommer, signifie également d'avoir ces zones d'ombre. C'est pas parce qu'on est croyant que tout est beau, tout est bien. Donc, retourner à la Bible sert aussi, à mon point de vue, à nous confronter et ne pas éliminer ces passages qui sont dérangeants peut nous servir à nous ouvrir les yeux. Oui, ça peut créer des traumas, surtout pour les personnes qui ont vécu des traumatismes. Mais pour les personnes qui voient la vie en rose, qui ne croient pas à ces choses-là, tout est beau, tout est merveilleux, de pouvoir dire, regardez, là, c'est ça aussi notre vie. C'est ça aussi l'humanité. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a aussi des récits, des histoires de justice. Alors c'est une justice qui appartient à son époque, c'est une justice qui peut un peu nous surprendre. Jésus lui-même parfois a une façon toute personnelle de faire une place à quelqu'un, de lui faire sa juste place, comme la femme qui saignait abondamment et qui lui touche le manteau, ça commence par l'agacer et puis ensuite il lui fait une place toute particulière et il la reconnaît, en fait il la nomme. Et c'est ça aussi cette notion de justice, et j'y reviens dans cette affaire Pellico, c'est moi je comprends en tant que femme féministe très sensible à l'égalité femmes-hommes, à l'équité dans le monde, qu'on arrive à un tournant aussi de la justice, où il aura fallu beaucoup dévoiler, beaucoup montrer, et peut-être que ce faisant, eh bien, les mentalités aussi changeront, on croira un peu plus les femmes ou les victimes. Et c'est un peu pareil avec la Bible finalement, plus on la lit, plus on l'interprète, plus on la partage, plus on en découvre aussi des aspects méconnus et des mécaniques intérieures qui compensent globalement quand même quelque chose de fondamentalement patriarcal dans la Bible, mais il y a des dynamiques internes, des contre-dynamiques qui permettent de rééquilibrer à des espaces un peu surprenants, ce que les féministes appellent finalement lire entre les lignes ou la théologie de la suspicion, du doute, de dire mais il y a des femmes, on les lit pas, on les entend pas, mais elles sont là, trouvons-les dans le texte.
et trouvons aussi la justice dans le texte, dans nos vies. Et pour moi, plus il y aura de justice, bien sûr la justice elle est aussi faite par les humaines et les humains, donc elle est imparfaite aussi, mais plus on pourra aussi se réconcilier avec nos zones d'ombre. En tout cas moi, c'est ce que je me souhaite et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Alors, j'espère que cet épisode n'était pas trop lourd ni ni traumatique pour les personnes qui l'ont entendu, mais je crois aussi qu'avec Stéphane, on avait à cœur à notre façon, à notre niveau, de rendre un hommage aux personnes qui luttent et qui essayent d'obtenir plus de justice pour les uns, les unes et les autres, et aussi surtout d'être en plein soutien et support émotionnel pour celles et ceux pour qui c'est pas encore le moment. Mais que vous sachiez qu'il y a des ministres qui vous croient, qui vous accompagnent, qui sont là pour vous, et que ce podcast est là pour toutes les personnes qui en ont besoin, avec les zones d'ombre et tout le reste, et les zones de lumière. Merci Joanne pour, encore une fois, cette conversation pas toujours facile mais nécessaire. Et on va terminer cet épisode en remerciant notre commanditaire, l'Église unie du Canada, qui a une plateforme moncredo.org qui parle de sujets de foi et de spiritualité un peu comme nous et qui a nos épisodes aussi de podcast, entre autres. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous avez des choses à dire, gênez-vous pas. questiondecroire@gmail.com. Bonne semaine, Joanne. Bonne semaine, à bientôt.